Du PSC au MR, il a fait une longue carrière. Certains prétendent même qu'il est la pitié du Premier ministre. Mon invité, Gérard Deprez. Gérard Deprez, c'est vrai que vous êtes un des gourous entendus du Premier ministre, d'un point de vue stratégique, politique? Écoutez, je laisse raconter n'importe quoi. La vérité, c'est que j'ai beaucoup d'estime pour Charles Michel. Oui. J'ai même beaucoup d'affection pour lui. Et donc, quand j'ai quelque chose à lui dire, je le lui dis et il en fait ce qu'il veut. Oui, d'accord. Mais donc, vous parlez souvent avec lui? J'ai déjà parlé plus que depuis qu'il est Premier ministre. Très bien. Alors, que lui dites-vous quand Bardot-Wever parle d'un statut spécial pour les réfugiés ou que Lisbeth Homans veut réduire l'accès au logement quand, dit-elle, les réfugiés ont une maison en Syrie? Mais je pense qu'il a la bonne attitude. Mais vous lui dites quoi, alors? Attendez, je pense qu'il a la bonne attitude, d'abord, qui est de dire, moi, je ne connais qu'une chose, c'est l'accord de gouvernement. Oui, ça, on est d'accord. Oui, oui, mais ça veut enfin, dire que... Ça veut dire que la politique qui va être menée est celle qui a été convenue par les différents partenaires. Oui, mais quant aux propos hors gouvernement? Quant aux propos, je lui ai dit, et il le reconnaît, mais il ne peut pas l'exprimer de la même manière que ce que je fais, ces propos sont inacceptables et inopportuns. Oui, et comment vous expliquez ces propos-là? Parce que la position politique de la NVA n'est pas du tout la même que la position politique des autres partis et du MR. Ils ont fait une partie de leur croissance d'électeurs en siphonnant les électeurs de l'extrême droite. Mais on ne siphonne pas les électeurs de l'extrême droite sans que ça ait un prix. Donc il faut leur jeter des sucres? Vous savez que si vous écoutez Bardot-Wever maintenant, je pense qu'il essaie d'endiguer le départ d'un certain nombre de ces électeurs qu'il avait pris au Vlaams-Belang. Il essaie d'endiguer leur départ de la NVA vers le Vlaams-Belang. Gérard Deprez, que dites-vous aux francophones qui disent que finalement Bardot-Wever dit tout haut ce qu'ils pensent tout bas? Mais je pense que ce n'est pas vrai. Je pense que Bardot-Wever dit un certain nombre de choses qu'une partie des gens pensent. Une partie des gens pensent. Quand il parle assez librement et sans réfléchir. Mais il y a dans l'attitude et dans les déclarations de Bardot-Wever, une chose que je trouve moche et une chose que je trouve dangereuse. Et je ne pense pas que tous les gens soient moches ou dangereux. La chose que je trouve moche, c'est que pour Bardot-Wever, tous les problèmes éventuels qui pourraient se poser à la Flandre, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Il a fait campagne pendant une quinzaine d'années avant d'arriver aux responsabilités sur le fait que les Wallons étaient des paumés et que les Flamands devaient les porter à bout de bras. Maintenant qu'il est associé au niveau du gouvernement, il ne peut pas taper sur les Wallons tout le temps, donc il a trouvé une nouvelle cible sur laquelle taper. Et ce sont les immigrés. Comme si pour l'instant la Flandre coulait sous les immigrés et que c'était le problème majeur sur le plan de notre développement économique. Ça, c'est le côté moche. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de francophones qui pensent ces choses-là. Deux, une chose que je trouve dangereuse, c'est que la manière dont il parle des immigrés, des réfugiés, je ne parle pas des immigrés, je parle des réfugiés. Je fais toujours une très grande distinction entre les réfugiés à qui on doit donner la protection et certains qui veulent venir comme immigrés de manière illégale dans notre pays. Mais je trouve que c'est dangereux parce qu'il y a une manière d'en parler qui conduit à les discriminer. Et je trouve que dans nos sociétés démocratiques et dans le cadre du projet européen, quand on a accepté quelqu'un et qu'il a le droit d'être sur notre territoire, on ne le discrimine pas. Quand il a le droit. Les mesures contraignantes pour l'asile que vient de prendre le gouvernement, concernant notamment le séjour et le regroupement familial, c'est bon? Il faut plus de sévérité? Je ne dirais pas qu'il faut plus de sévérité. C'est comme ça que c'est vendu. Oui, oui. Il faut, je dirais, une attitude responsable. Tous qui connaissent un peu ce qui se passe maintenant, c'est très bien que dans le flux de réfugiés qui arrivent, il y a de véritables réfugiés à qui nous devons donner la protection au nom des conventions internationales, au nom des directives européennes et tout simplement au nom de la dignité humaine et au nom de la morale. Mais il y a aussi d'autres personnes qui essaient d'arriver sur le territoire et qui ne devraient pas pouvoir y venir. Allez. C'est facile de faire le tri aujourd'hui? Attendez, il y a deux tris que l'on doit faire. Le premier tri, c'est que parmi ceux qui viennent dans les flux de réfugiés, il y a aussi beaucoup de gens originaires de pays européens, qui sont des pays démocratiques et candidats à l'adhésion européenne dans quelques années. Par exemple, le Kosovo. Mais la première chose à faire, c'est de dire, mais quelqu'un qui quitte le Kosovo, sauf cas exceptionnel, il n'a pas le droit de demander la protection de l'Union européenne. Et donc, on doit définir un certain nombre de pays qu'on appelle des pays sûrs, dont les ressortissants, et il y a beaucoup de ces pays-là dans les Balkans, dont les ressortissants viennent en masse maintenant dans l'afflux de réfugiés. Et il y a une deuxième chose aussi, c'est que
dans le flux de réfugiés qui quittent l'horreur, la menace de mort, de destruction, de décapitation, vous voyez ce qu'on fait en Irak, il y a aussi des réfugiés strictement économiques. D'où la politique qui a été adoptée par le dernier Conseil européen et que le gouvernement belge appliquera, c'est de dire, dans plusieurs portes d'entrée de l'Union européenne, on va faire des centres. J'appelle ça des hotspots, personne ne comprend, non. Mais ce sont des camps dans lesquels on va identifier les gens, on va les écouter, on va voir si leur histoire est crédible, et donc s'ils méritent véritablement qu'on les fasse entrer dans le système de la protection, ou au contraire, s'ils n'ont pas de raison d'être là parce qu'ils ne sont pas menacés, il faut les reconduire. Vous avez dit, de temps en temps, on va rechercher des paroles que l'invité a dit il y a un certain temps. Alors vous, c'était en 1993. Regardez, vous défendiez l'État fédéral à tout crin. Voilà, donc vous défendez l'État fédéral à tout crin et vous disiez on ne peut pas, parce qu'on n'a pas entendu en studio le son, on ne peut pas déborder, on doit combattre ceux qui débordent l'État fédéral. Oui. Est-ce que là, aujourd'hui, vous constatez qu'ils sont là, dans le gouvernement, aux commandes? Oui, mais ce qui est important pour moi, et qui reste, je dirais, la ligne de force de toute ma carrière politique, c'est que la Belgique doit continuer. Elle doit continuer comme État fédéral. Et donc, on peut, à certains moments, transférer davantage de compétences, rediscuter sur le système de répartition des moyens entre les uns et les autres, mais la Belgique doit rester un État. Ça, c'est mon choix, et dans lequel tout le monde se sent. Mais par rapport à 93... Vous savez, plus du tout ce que vous pensiez à l'époque. Non, mais en 93, la NVA n'existait pas. Oui, je sais. Oui. Mais on combattait, et je combattais, une certaine tendance extrémiste qui pouvait exister. Mais vous devriez combattre la NVA aujourd'hui. Mais je combats électoralement la NVA, mais je ne peux pas la combattre sur Vous êtes déçu de l'évolution? Par rapport à 93, vous étiez tout feu, tout flamme? Mais je peux être déçu, mais ce n'est pas moi qui vote tout seul. Ce sont les Flamands qui ont voté pour la NVA. Et je suis obligé, si je veux la Belgique, et si je veux une Belgique fédérale, de tenir compte du vote qu'émettent les Flamands. Oui, alors on a beaucoup parlé de la communauté française, enfin on dit maintenant la Fédération Wallonie-Bruxelles, même au MR, certains n'en veulent plus. Alors est-ce qu'elle doit rester? Est-ce qu'elle doit disparaître? Les gens ne la connaissent même pas. L'identité wallonne, on l'a vu récemment dans un sondage, elle n'existe pour ainsi dire pas. On va vers où à ce niveau-là? On va vers le maintien d'un État fédéral. Donc je continue à dire ce que je viens de dire. 2. À l'intérieur de cet État fédéral, il est clair que les régions sont appelées à avoir beaucoup plus de compétences que les communautés. On ne peut plus autonome. Elles seront plus puissantes. Je dirais, les francophones, alors qu'est-ce qu'ils vont devenir? À l'intérieur de l'État fédéral. Alors, en ce qui concerne la solidarité entre les francophones, pour l'instant, elle se manifeste essentiellement en matière d'enseignement et de culture. Oui. Et donc, il faut trouver... Mais même certains n'en veulent plus, disent qu'entre Molenbeek et Verviers, ça n'a rien à voir. Moi, j'en veux d'une manière ou d'une autre. Il faut garder les mêmes normes, le même système de subsidiation pour les universités, pour les écoles, qu'on soit à Bruxelles ou à... Parce que les gens ne comprennent plus grand-chose. Hein. Fédération, région, les compétences, c'est presque illisible. Je ne me préoccupe pas. Ce qui me préoccupe, si vous voulez, c'est pas le nom, c'est que la chose se fasse. Je veux que tous les francophones aient accès aux mêmes chances d'enseignement, qu'ils aient accès à la même qualité de formation, aux mêmes diplômes, qu'ils puissent circuler librement dans cet espace sans avoir de discrimination. Le nom qu'on donne à l'institution et la manière dont on le règle, c'est un autre problème. Le podium a tous les ministres présidents justement de région, Rudy Demotte, Rudy Vervoort, Geert Bourgeois et Paul Magnette. Alors, qui placez-vous en 3? En 3, il y en a 4. Oui, il y en a un que... il y en a 4. Je ne parlerai pas de Geert Bourgeois, donc je me limite déjà, vous le... OK. Je me limite aux francophones. Pourquoi? Parce qu'il est flamand? Parce que je connais moins bien ce qu'il fait. Je connais moins pas parce qu'il est NVA? Non, pas spécialement, je n'ai pas suivi. OK, mais en 3. J'ai vu même que comme NVA, il a accompagné des missions économiques belges à l'étranger où il faisait l'éloge de la Belgique fédérale. Donc, je tiens quand même... En 3. En 3. Celui qui me semble le moins... comment je dirais, le moins visible et dont je ne vois pas du tout la ligne politique, je dirais, c'est Rudy Demotte. Oui, donc qui est le président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. De la Fédération Wallonie-Bruxelles. Oui. Je Vous ne le sentez pas?
Je vois dans la communauté française, si vous voulez, ou la Fédération Wallonie-Bruxelles, on parle beaucoup et elle fait des choses de Joël Milquet, mais cela mis à part, je ne vois pas ce qui se passe dans ce gouvernement. En deux? En deux, je mettrais Paul Magnette. Je mettrais Paul Magnette parce que j'ai l'impression que le cumul des fonctions qu'il exerce maintenant en restant bourgmestre de Charleroi, à certains moments il est plus bourgmestre de Charleroi que ministre-président de la région wallonne. Et à l'exception ces derniers jours de quelques déclarations fortes, je n'ai pas bien vu les lignes de force de son action. Donc Rudy Vervoort, grand gagnant de votre podium? Par défaut. Oui. Oh, c'est pas gentil ça. Parce que j'ai lu ces derniers temps quelques déclarations qu'il a faites et qui me semblaient très justes sur le plan de l'avenir de la région bruxelloise. Très bien. Alors on a beaucoup parlé cette semaine des fameux moteurs truqués de VW. 500 000 véhicules suspens en Belgique selon Chris Peters. Est-ce que le mensonge pour vendre et pour être le plus fort, est-ce que c'est ça aujourd'hui de l'éthiquement durable? Ce n'est pas de l'éthiquement durable, c'est même un péché et c'est répréhensible pénalement. Oui. Et donc c'est ce qui va se passer d'ailleurs. Mais ils ne sont peut-être pas les seuls. Non, il y a une chose, attendez, il y a une chose qui me frappe, c'est que dans l'univers dans lequel on est maintenant, je suis frappé du fait qu'un très grand nombre d'entreprises trichent avec les règles. Si vous regardez par exemple ce que fait la Commission européenne pour sanctionner les abus de position dominante, les cartels, etc., chaque année, il y a des firmes importantes dans tous les secteurs, la distribution, le génie civil, l'informatique, qui se font condamner parce qu'elles ont triché. Vous avez aussi des banques qui ont triché. Vous croyez que le grand patron était au courant? Je pense qu'un système comme celui-là... On ne peut pas ne pas être au courant. On ne peut pas Pourtant, il va, paraît-il, partir avec un parachute vachement doré, là. Oui, ça, c'est le scandale. C'est le scandale du secteur privé. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un parte avec un parachute doré... Alors qu'il fait perdre de l'argent à son entreprise. Quand il est responsable d'une telle tricherie, qui va peut-être faire perdre des dizaines de milliards à l'entreprise dont il avait la responsabilité, et qu'en plus... On le rémunère au moment où il part. Alors, un mot de l'Europe. Vous le voyez, les nouveaux pays de l'Est ne veulent pas des réfugiés, ils font de la résistance. Alors quoi? On accepte ou on ferme le tiroir caisse quand ça les intéresse d'avoir l'argent de l'Europe? Je peux déjà vous répondre qu'on n'a pas accepté. Puisqu'il y a une décision qui a été prise au niveau européen disant que le plan de répartition allait s'appliquer. Attendez. Le plan de répartition allait s'appliquer dans tous les pays. Oui. Certains pays ont dit non. Ça a été décidé à la majorité. Oui. Il y a un certain nombre de pays qui ont dit non. S'ils ne l'acceptent pas, et au moment où ils ne l'accepteront pas, on verra ce que l'on peut faire. Qu'est-ce qu'on fera? Et à partir de ce moment-là, il y a des possibilités de recours devant la Cour de justice européenne et des sanctions qui pourront s'appliquer à ces pays. Mais quelles sanctions? On ferme les robinets financiers? Il faudra l'argent, c'est le nerf de la guerre, quand même. Il faudra voir la sanction la plus appropriée en fonction de la gravité. Ce que je peux vous dire, et que je trouve, je vais dire scandaleux dans le chef de ces pays, c'est qu'ils donnent une telle image de leur pays. La Hongrie, d'Orban, la Slovaquie, la Roumanie maintenant. Vous imaginez qu'il y a un seul réfugié qui va vouloir y aller. Quand vous voyez comment on parle d'eux dans ces pays-là, et donc ils essaient, par la bande et par leurs déclarations, de manière scandaleuse, d'échapper à la solidarité. Et c'est ça que je trouve le plus inquiétant. La question qu'on n'ose pas poser, mais qu'on pose quand même. Gérard Deprez, alors que l'Europe montre qu'elle n'a aucune politique de l'asile, qu'il y a de plus en plus de fractures Est-Ouest, Nord-Sud, qu'elle est complètement éloignée du citoyen, en tant que député, à quoi servez-vous? Dans cette Europe, il faut bien le dire, en déliquescence. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous trouvez que l'Europe est vigoureuse? Non, qu'elle existe? Non, je pense que pour l'instant, l'Europe traverse un moment extraordinairement difficile. Vous avez raison. Il y a des difficultés entre l'Europe du Nord assez riche et l'Europe du Sud, et notamment la Grèce, pour trouver les mécanismes adéquats de solidarité. Il y a une énorme difficulté maintenant pour se mettre d'accord entre les pays de l'Ouest et plutôt les pays de l'Est sur une politique commune. Qu'est-ce qui va bien en Europe, quoi? Mais cette politique commune en matière d'asile, elle commence à se mettre en place maintenant. Les décisions importantes commencent à se prendre. Et c'est toujours la même chose en Europe. Elle ne progresse que par la voie des crises. Vous n'avez pas l'impression que l'utopie de ces créateurs, elle est aujourd'hui dans la poubelle de l'histoire? Et quelle est l'alternative? C'est laisser M. Orban mettre le rideau de fer autour de son pays. C'est laisser Marine Le Pen revenir au pouvoir en France. C'est laisser Obdoré prendre le pouvoir en Grèce. Et pour faire quoi?
pour faire ce qu'on faisait pendant les siècles précédents et que les pays Mais se qu'est-ce que tapent vous avez les fait uns sur pendant les toutes autres. ces années pour construire l'Europe? C'est Mais ça le fond de ma question. Vous vous sentez pas un peu coupable, Non, responsable? non, je me sens coupable pour l'instant qu'on n'ait pas trouvé de bonne solution. Mais si vous regardez l'acquis de l'Europe, la plupart des gens ne veulent pas qu'on revienne dessus. Je vais vous en mentionner quelques-uns. Schengen, le fait de pouvoir circuler librement dans tout l'espace européen. Vous pensez que les gens, si on leur dit qu'on écoute Marine Le Pen, demain, il va de nouveau y avoir des contrôles aux frontières. Ils ne pourront plus passer qu'un paquet de cigarettes ou un demi-litre de vin, à supposer que ça soit... Vous pensez que les gens ont envie qu'on revienne en arrière? Pas un paquet de cigarettes, c'est plutôt la sécurité des armes. Hein, oui, mais ça, je peux en parler de la sécurité. Je peux en parler de la sécurité. Vous voulez que les gens renoncent à l'euro? Vous voulez que chaque fois qu'on va aller au Grand-Duché de Luxembourg, maintenant, ou en France, ou en Allemagne, ou en Hollande, on recommence à devoir changer les billets de banque? Alors, si vous me dites que l'Europe n'a pas fait de progrès, je trouve que c'est faux. Et je pense que ce n'est pas parce qu'on est dans un moment difficile qu'il faut lâcher longtemps. Hein, Le seul rêve à poursuivre, c'est le rêve européen. Très bien. Des cotes sur 10. Ah, alors quelqu'un qui a fait l'actualité cette semaine, c'est évidemment le pape François. Oui, c'est le meilleur pape que j'ai connu de ma vie, je crois. Une bonne cote, alors. Et donc, lui, je lui mets sans réserve le maximum. 10? Oui. Et il a un rôle politique Il a un rôle politique et je le crédite de deux choses. La première, c'est qu'il parle différemment de ses prédécesseurs. Il ne donne pas des leçons. Il explique ce que c'est que la pauvreté et il veut faire appel à la conscience des gens, des dirigeants et des populations. C'est la chose, je dirais, son langage est déjà différent. Et surtout, ses accents sont différents. Il ne met pas tout le temps l'accent sur les problèmes moraux, sur la contraception, n'importe quoi. Il rappelle aux gens qu'ils ont une responsabilité dans le monde qui dépasse leur comportement individuel. Bon, alors Bardowee, évidemment, une cote sur Bardowee, qui a dit d'ailleurs que l'Europe est un navire sans compas. Qui avance sans compas, c'est ma mémoire est bonne. Si on n'avait que lui, je ne sais pas quel serait le compas. Je lui donne une cote minimale. Vous mettez 3 ou 4. Oh, c'est vous qui mettez. Non, je veux dire... Oui. 3 ou 4. Qu'on lui mette 3 ou 4. Okay. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Hein. Alors, Alexis Tsipras, le nouveau Premier ministre grec, qui a aussi fait parler beaucoup de lui depuis quelques mois. Ben écoutez, même si c'est quelqu'un qui appartient à un courant politique plus à gauche que moi, vachement plus à gauche, oui. Je trouve que c'est un homme qui a 2 qualités extraordinaires. La première, c'est qu'il est européen. Vous n'avez vu chez lui aucun discours anti-européen, même pas du genre de ceux que vous me posiez comme question il y a quelques instants, alors que son pays est dans une difficulté extrême. Et 2, c'est un jeune dirigeant qui a décidé que dans son pays, il fallait s'attaquer à la corruption, parce que la corruption était un des maux les plus terribles de la démocratie grecque. Je lui mettrai 7. Et on termine par Viktor Orban, Premier ministre... 0. 0. Oui, là, il n'y a pas de... Très bien. Dites-moi, combien, à votre avis, faut-il qu'une famille de 4 personnes ait en main pour vivre décemment aujourd'hui? Dans notre pays? Oui, bien sûr. Selon vous, 4 personnes, bon alors on peut voir si c'est dans une ville ou pas, pour vivre, disons, décemment. Avec 4 personnes, ça veut dire 2 adultes et 2 enfants. C'est ça. Si on veut qu'ils aient un logement décent, qu'ils puissent se nourrir, s'habiller de temps en temps, avoir une vie culturelle et prendre, je dirais, aux environs de 2500 € au minimum, je dirais, oui. Alors, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui ont 2500 € et le gouvernement a promis 100 € pour les bas et moyens revenus tous les mois, puis il y aura d'autres taxes. Est-ce qu'à votre avis, qu'est-ce qu'ils auront finalement en main? J'ai entendu la FGTB dire que finalement ils allaient perdre de l'argent. Voilà. Il n'y a pas que le FGTB, le PS aussi, le CDH. Oui. Ils allaient perdre de l'argent. D'abord, pour faire le calcul de ce qu'ils vont gagner, de ce qu'ils vont perdre, il faut d'abord qu'ils reçoivent ce qu'ils vont gagner en plus. Donc je ne sais pas faire le calcul maintenant. Quand d'autre part, on calcule que l'augmentation du taux de TVA va les toucher... Le taux de TVA, notamment sur l'énergie, il n'a été diminué que pendant une très brève période. Mais ma question, c'est est-ce qu'ils auront moins ou plus? C'est ça, à votre avis? Ils se sentiront mieux et globalement, je pense qu'ils auront plus. Très bien. Dire quelle proportion, je suis incapable de vous le dire. On termine par la toute dernière question. Gérard Deprez, je vais vous demander de fermer les yeux pour être vraiment seul avec vous-même et répondre à la question que je vais vous poser. Vous avez 73 ans, vous êtes selon les uns un sage, pour d'autres un vieux crocodile. Est-ce que durant toute votre carrière atypique, vous vous êtes souvent trompé? Et quelle est la chose que vous regrettez dans votre carrière aujourd'hui?
30 secondes. Oui. Oui, je me suis trompé. Quelle est la chose en 20 secondes, il reste peu de temps. Non, non, je me suis trompé en politique. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Au fur et à mesure que j'avance, je suis convaincu que les principales fautes, on les commet contre les autres. Donc si j'ai de regrets, ce n'est pas d'avoir fait à certains moments de mauvais choix politiques, c'est de ne pas avoir accordé assez d'importance à des gens qui le demandaient. Gérard Deprez, merci. Et nous, à dimanche prochain. Portez-vous bien.